Lors de la Seconde Guerre mondiale s'est déroulée une confrontation grandiose entre deux empires totalitaires, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Quand Hitler lança le 22 juin 1941 l'invasion sous le nom de code Opération Barbarossa, il envoya sur le front Est, d'une longueur de 1800 km, plus de 3,5 millions de soldats, plus de 3400 chars et des milliers d'avions. Son plan était de détruire en quelques semaines l'armée soviétique et de contraindre Staline à capituler. Les raisons de l'attaque étaient un mélange de représentations idéologiques sur le Lebensraum, aux dépens des peuples slaves, du désir de richesse minérale de l'Ukraine et du Caucase et d'une haine profonde du communisme. En même temps, Hitler craignait qu'une longue guerre sur deux fronts soit dévastatrice pour l'Allemagne, et il décida donc d'agir préventivement avant que les soviétiques ne se remettent des purges de Staline ou n'obtiennent le soutien occidental. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi la Wehrmacht, apparemment invincible, s'est arrêtée à quelques pas du Kremlin. Nous rechercherons les causes cachées des retards, qui se cachent dans une combinaison de mauvaise planification, d'incapacité logistique, de temps rude, d'héroïque défense soviétique et des propres erreurs d'Hitler. Selon les rapports des années ultérieures, les soldats croyaient que le succès était à portée de main. Quand ils se trouvèrent en novembre 1941 à 12 km de Moscou et que les unités de reconnaissance aperçurent même les toits de la ville. Comment ils arrivèrent à ce point et pourquoi ils ne purent porter le coup final? C'est une histoire pleine de rebondissements. Vous attend un aperçu chronologique dans lequel alternent décisions tactiques et destin humain. Nous expliquerons comment fonctionnait la conception allemande de la guerre éclair, pourquoi l'armée se divisa en trois groupes et quels facteurs clés se révélèrent être le talon d'Achille de l'invasion. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment la logistique soviétique et de simples civils aidèrent à arrêter la machinerie apparemment invincible. Et dans un moment, nous révélerons quel rôle joua la nature sous forme de boue et de gel. Notre objectif n'est pas de récapituler des faits déjà connus, mais de les relier en un récit cohérent et captivant. Nous utiliserons des passages descriptifs pour que le spectateur ressente le froid de l'hiver russe et le désespoir des soldats allemands enlisés dans la boue. En même temps, nous utiliserons aussi un langage compréhensible pour que les sujets soient accessibles au grand public. À la fin, nous essaierons de relier les événements historiques au présent et de montrer quelles leçons nous pouvons tirer de ce drame. Après la défaite de la Pologne en 1939 et la chute de la France en juin 1940, Adolf Hitler se sentait invincible. Le pacte Ribbentrop-Molotov lui assurait certes une paix temporaire à l'Est, mais c'était une manœuvre qui devait donner à l'Allemagne le temps de se préparer. Hitler voyait l'Union soviétique comme un colosse aux pieds d'eau d'argile, et persuadait ses généraux que s'il frappait soudainement et sans compromis, l'Empire s'effondrerait comme un château de cartes. En 1941, cependant, il faisait face à une coalition qui pouvait le menacer dans l'Atlantique et en Méditerranée. Londres résistait aux bombardements et l'Empire britannique combattait en Afrique. La libération du front et devait selon lui résoudre le problème des ressources et de l'espace. L'Allemagne avait besoin de blé, de pétrole et de main-d'œuvre. Dans cette vidéo, vous découvrirez à quel point l'agression à l'Est était ancrée dans l'idéologie raciale. Les planificateurs nazis considéraient les Slaves comme des sous-hommes et comptaient affamer des millions d'habitants pour que l'Allemagne obtienne l'espace vital. Le soi-disant Hungeplan, plan de la faim, prévoyait la confiscation de nourriture en Ukraine et dans la région de la Volga, et laissait intentionnellement des millions de civils sans nourriture. Selon le témoignage de Hans Frank, gouverneur de la Pologne occupée, devaient être tués jusqu'à un 2/10 de million de juifs, rien que dans le gouvernement général. Cette approche cynique de la population civile eut des conséquences fatales pour le déroulement de la campagne et pour la résistance que rencontra la Wehrmacht. Il est important de rappeler qu'au début de l'invasion, il n'y avait ni Union européenne ni ONU. Les États agissaient de manière indépendante
et le droit international était souvent violé. Maintenir le moral et le soutien public nécessitait une propagande massive. L'appareil de Goebbels montrait des troupes mécanisées et cachait la dépendance aux chariots tirés par des chevaux. D'autre part, les soviétiques supprimaient les informations sur les défaites initiales pour maintenir la foi des habitants. Dans les chapitres suivants, nous verrons comment cette guerre de l'information se mêlait aux vraies batailles et comment finalement la vérité perça à la surface. Hitler et ses généraux se sentaient en 1940 au sommet de leur puissance. Les campagnes éclairs en Pologne, Norvège, France et dans les Balkans donnaient l'impression que l'armée allemande était invincible. Dans la tactique de la guerre éclair se combinait la vitesse des formations de chars avec le soutien aérien, qui paralysait l'adversaire. Cette tactique présupposait cependant une campagne courte, une infrastructure bien construite et une géographie limitée. Dans le cas de l'URSS, ces conditions manquaient. Les cercles intérieurs à Berlin croyaient néanmoins que quand on donnerait un coup de pied dans la porte, tout l'empire communiste s'effondrerait. Selon les planificateurs de guerre, les Allemands devaient détruire l'armée rouge à l'ouest des fleuves Dniepr et Dvina, puis occuper le territoire jusqu'à la ligne Arkhangelsk-Astrakhan. Personne ne réglait ce qui se passerait ensuite, si les soviétiques ne tombaient pas. Dans ce contexte, naquit l'opération Barbarossa. Sur le papier, il s'agissait de la plus grande invasion de l'histoire, plus de 148 divisions, des milliers de chars et d'avions et plus de 700 000 chevaux, car les divisions d'infanterie allemandes dépendaient encore d'animaux de trait. Face à eux se trouvaient environ 5 millions de soldats soviétiques et plus de 23 000 chars, qui étaient cependant dans de nombreux cas dispersés et liés par des ordres de ne pas provoquer les Allemands. Hitler ordonna de diviser les forces d'attaque en 3 groupes. Nord devait conquérir Leningrad, Centre se diriger via Minsk et Smolensk vers Moscou, et Sud se jeter sur l'Ukraine et Kiev. Le délai était ambitieux, 10 semaines. Les stratèges négligèrent l'aspect logistique. Les lignes d'approvisionnement devaient s'étendre sur des centaines de kilomètres, à travers un pays sans route solide, et avec un écartement de voies ferrées différent. L'armée comptant sur des milliers de véhicules, camions et chars n'avait cependant que des réserves limitées d'essence et de caoutchouc, que consommaient en plus la Luftwaffe et les sous-marins. Le commandement allemand ne prêta pas non plus suffisamment attention aux possibilités de l'adversaire. Les services de renseignement sous-estimaient l'économie soviétique, la capacité technologique et la capacité de mobiliser des millions de personnes. Quand cependant la première phase se mit en marche, tout semblait aller selon le plan et la guerre éclair pouvait réussir. Dans les préparatifs, on s'appuyait trop sur des tableaux optimistes. Les états-majors militaires croyaient que les chemins de fer seraient rapidement reconvertis à l'écartement européen, que les routes seraient suffisamment sèches et que les convois de provisions rattraperaient les chars qui avançaient. En réalité, cependant, les locomotives allemandes étaient construites pour une autre qualité de charbon, et dans les gels cruels, elles gelaient. Beaucoup de locomotives devinrent inutilisables à cause des écartements différents et des mélanges de carburant. Les pièces de rechange pour plus de 2000 types de véhicules se perdaient ou n'arrivaient jamais. L'armée allemande prit en service des centaines de voitures de prises de diverses origines, françaises, tchèques, soviétiques, si bien que chaque type nécessitait ses propres pièces et huiles. Quand les lignes d'approvisionnement s'étirèrent sur des centaines de kilomètres, le chaos naquit. En pratique, les soldats devaient souvent démonter un véhicule cassé pour en réparer un autre. Une autre partie du plan Barbarossa était le parasitisme économique. Selon la conception du Hungerplan nazi, la Wehrmacht devait vivre des ressources locales et confisquer la nourriture pour ses soldats. Mais cela présupposait que l'économie soviétique s'effondre et que les civils livrent sans résistance la récolte. En réalité, les Russes brûlèrent les champs, versèrent les réserves de blé dans les rivières et évacuèrent le bétail plus à l'est. Les logisticiens allemands se trouvèrent dans une situation où sur le territoire conquis, ils ne trouvaient pas assez de nourriture pour leurs propres chevaux et soldats,
et encore moins pour les civils. Quand la faim commença à menacer aussi les soldats, il y eut des vols et des conflits avec leur propre population civile. De plus, la planification ignorait le fait qu'une partie importante de l'armée allemande dépendait des chevaux. Bien que la propagande décrive des formations mécanisées, les 2 tiers des moyens de transport étaient encore tirés par des chevaux. Ces chevaux avaient besoin quotidiennement de dizaines de tonnes d'avoine et d'eau, que les colonnes allemandes ne pouvaient souvent pas apporter. Les rapports vétérinaires indiquaient plus tard que dans certaines périodes, les vétérinaires devaient soigner des milliers d'animaux épuisés, et que l'équipement pour leur ferrage et leur abreuvement ne suffisait pas. Comme nous le verrons plus tard, le manque de fourrage et les conditions hivernales cruelles contribuèrent à la mort massive des chevaux et à l'effondrement de l'approvisionnement. Le matin du 22 juin 1941, les unités allemandes et alliées déferlèrent à travers les frontières soviétiques. La Luftwaffe détruisit en quelques heures des centaines d'avions au sol, tandis que les formations de chars percèrent le front. Dans les premières semaines, la Wehrmacht réussit d'énormes encerclements. Dans les poches, près de Minsk et Smolensk, tombèrent en captivité des centaines de milliers de soldats soviétiques. Les chars allemands roulaient à travers la steppe. Les habitants de la campagne les regardaient avec étonnement, et beaucoup de gens des territoires occupés les accueillirent d'abord comme des libérateurs du terreur stalinien. Derrière cette façade de succès apparaissaient cependant les premières fissures. L'infanterie avançait à pied ou sur des chariots tirés par des chevaux, tandis que les panzers et les unités mécanisées s'éloignaient de dizaines de kilomètres. Il y eut des situations où les chars encerclèrent des unités soviétiques, mais l'infanterie ne put les fermer complètement par manque de véhicules brûlants à moteur. La logistique souffrait des différences d'écartement ferroviaire. Le chemin de fer soviétique était de 89 mm plus large que l'allemand, si bien qu'il fallait rechausser les trains et reconvertir les voies. Des milliers de kilomètres de routes mal entretenues et de chemins sablonneux ou poussiéreux se transformaient sous les roues des véhicules lourds en poussière ou en boue. Selon les rapports de l'époque d'octobre 1941, l'armée à l'Est perdit environ 40% de son parc automobile. Il fallait envoyer quotidiennement au front des centaines de trains de provisions, mais les unités allemandes n'avaient à disposition que 23 trains par jour. La dépendance à la traction chevaline signifiait que les animaux avaient besoin d'énormes quantités de fourrage. Jusqu'à 750 000 chevaux et mulets servaient dans la campagne de l'Est. Si les routes étaient recouvertes de poussière ou boueuses, les chevaux et les chariots s'enfonçaient et il fallait atteler des dizaines d'animaux pour sortir un canon lourd. Les soldats allemands décrivaient dans leurs mémoires comment sur une section ils avaient besoin de 36 chevaux pour dégager un char emprisonné dans la boue. Les Allemands se heurtèrent aussi à des surprises sous forme de matériel de l'armée rouge. Les chars lourds KV-1 et moyen T-34 furent un choc pour les panzers. Leur blindage oblique renvoyait les obus et les chenilles larges les maintenaient à la surface même sur terrain mou. Contrairement aux chenilles étroites des panzers qui s'enfonçaient dans la boue, les T-34 permettaient une conduite relativement facile et les équipages de 3 hommes coopéraient mieux. Les Allemands devaient souvent appeler des canons lourds de 88 mm pour détruire ces machines impénétrables. Cette expérience inattendue ralentit le tempo de l'invasion et envoya le signal que les Soviétiques avaient une technologie à laquelle la Wehrmacht ne pouvait pas si facilement faire face. À l'image fidèle des premiers mois appartiennent aussi les chiffres énormes de prisonniers. Dans les poches, près de Białystok, Minsk et Smolensk tombèrent dans l'encerclement plus d'un demi-million de soldats soviétiques. Les commandants allemands rapportèrent le nombre de prisonniers avec un sentiment de satisfaction. Mais les logisticiens avertissaient que les masses d'hommes affamés et blessés ne pouvaient pas simplement être nourris. Conformément au Hungerplan, beaucoup de prisonniers soviétiques furent tard laissés sans nourriture et eau. Des dizaines de milliers d'entre eux moururent dans les camps de fortune de faim
et de maladies. Cette approche inhumaine approfondit encore la détermination des soldats soviétiques à combattre jusqu'à la dernière cartouche, car ils voyaient quel traitement les attendait en cas de capture. À l'invasion participèrent aussi les alliés du Troisième Reich, la Roumanie et la Hongrie, envoyèrent au front des centaines de milliers de soldats pour participer au combat pour une récompense commune. Des gains territoriaux en Ukraine et en Ruthénie subcarpatique. Les corps expéditionnaires italiens et les unités finlandaises au nord assiégèrent la ligne de Mourmansk. Ces armées étaient cependant souvent moins bien équipées, et leur présence signifiait que le commandement allemand devait coordonner différentes stratégies et exigences logistiques, ce qui compliquait encore l'entreprise. La pression sur l'infrastructure soviétique eut aussi un impact sur les civils. Les grandes villes, comme Minsk et Smolensk, tombèrent aux mains des nazis, et dans leurs rues s'instaura rapidement une administration d'occupation. La Gestapo et les forces de sécurité lancèrent une chasse aux fonctionnaires communistes et aux juifs. Bientôt eurent lieu des exécutions de masse, qui devaient intimider la population locale. Cela provoqua cependant l'effet inverse, au lieu du soutien attendu. Se développa sur les territoires conquis un mouvement partisan. Les détachements soviétiques à l'arrière faisaient sauter les voies terrées et les ponts, perturbant ainsi davantage l'approvisionnement de la Wehrmacht. Dans un moment, nous révélerons comment s'ajoutèrent à ces difficultés initiales des erreurs stratégiques, qui firent échouer la chance de conquérir Moscou. Mais avant cela, remarquons qu'Hitler, dès l'été 1941, commença à changer les objectifs prioritaires et perturbait ainsi le plan original. Quand les chars allemands arrivèrent en juillet 1941 à Smolensk, ils se trouvaient à environ 400 km de Moscou. La bataille épuisante pour Smolensk dura 2 mois, et les généraux d'Hitler proposèrent de continuer rapidement vers l'est, pour profiter du moment de surprise. Hitler décida cependant autrement. Malgré les protestations de l'état-major général, il considérait comme nécessaire de s'emparer de l'Ukraine et de Leningrad, car ces villes symbolisaient la puissance industrielle et culturelle des soviets, et les riches champs d'Ukraine devaient nourrir l'empire allemand. Cette attaque à plusieurs branches dispersa les forces et ralentit l'attaque principale sur Moscou. En août, Hitler donna l'ordre qu'une partie des unités de chars du groupe d'armées centre, sous la direction du général Guderian, bifurque vers le sud et aide à encercler les armées soviétiques près de Kiev. Le groupement de Guderian se trouvait à environ 175 milles de Moscou, mais dut faire demi-tour vers le sud. Le résultat fut une victoire grandiose. Près de Kiev tombèrent en captivité plus de 660 000 soldats soviétiques. Cette opération retarda cependant le mouvement sur Moscou de plusieurs semaines et épuisa les forces des groupes de chars. Au nord, une partie des unités blindées et de l'aviation durent être rappelées pour le siège de Leningrad. Ce n'est qu'à la fin septembre que le groupe d'armées centre put continuer vers l'est, mais le temps perdu se révéla fatal. La logistique n'était d'ailleurs pas capable de suivre le rythme rapide. Chaque kilomètre vers l'est signifiait un prolongement des voies d'approvisionnement d'un jour de route supplémentaire. Les routes se remplissaient de colonnes infinies de véhicules qui restaient dans la poussière ou la boue. Les unités d'approvisionnement manquaient d'essence, de pièces de rechange et de nourriture. En même temps, les soviétiques eurent le temps de se remettre du choc initial et amenèrent sur Moscou des renforts supplémentaires. Selon l'analyse du NCO Journal américain, l'erreur clé fut qu'Hitler refusa la pause opérationnelle, c'est-à-dire suspendre intentionnellement l'offensive, régénérer les forces et se préparer à la phase suivante. Au lieu de cela, il décida d'élargir l'opération dans plusieurs directions, affaiblissant ainsi l'attaque principale et permettant à l'armée rouge de renforcer la défense. Hitler sous-estima aussi la durée de l'invasion et les conditions climatiques. Selon les analyses militaires, il pensait que les Allemands n'ont pas besoin d'équipements d'hiver car Moscou tombera avant l'arrivée du froid. Quand les logisticiens attirèrent l'attention sur la nécessité de préparer des vêtements chauds, ils étaient accusés de défaitisme.
Il en résulta que les entrepôts d'uniformes d'hiver restèrent dans le Troisième Reich et n'arrivèrent pas à temps aux soldats. Quand le temps se dégrada, le manque de vêtements de dessus, de chaussures et d'huile pour les armes eut des conséquences tragiques. En septembre et octobre 1941 éclata parmi les généraux allemands une dispute sur les priorités. Les généraux Halder et Bock insistaient qu'il fallait attaquer Moscou pour briser le centre politique et de communication des soviets. Guderian et d'autres commandants de chars attirèrent l'attention sur le fait que leurs unités étaient épuisées et avaient besoin de renforts. Hitler, au contraire, argumentait qu'il fallait d'abord que tombe l'Ukraine, grenier de l'Empire, et que le Leningrad industriel devait être neutralisé. Cette division menait à l'émission d'ordres contradictoires et à la démoralisation des officiers. Guderian décrit dans ses mémoires comment il fut en tournée à Berlin pour convaincre Hitler de la nécessité de continuer sur Moscou. Mais ses arguments restèrent sans écho. Les conditions difficiles au front se reflétaient aussi dans les journaux. Le maréchal von Bock nota en novembre que son armée était pratiquement coupée du monde à cause des tempêtes de neige et des congères, et que les chevaux ne recevaient pas assez de nourriture. Les soldats décrivaient que leurs véhicules ne démarraient pas, et que les chevaux commençaient à mourir en masse dans le gel cruel. Certains officiers dans les colonnes bloquées réalisaient que cette situation n'était pas une crise à court terme, mais qu'ils avaient atteint le bas point culminant de l'opération. Le moment où un progrès ultérieur sans changement fondamental de stratégie n'était plus possible. Les unités affaiblies commencèrent à improviser. Les chars s'utilisaient comme nids de mitrailleuses statiques, tandis que l'infanterie construisait des remparts défensifs autour des voies d'approvisionnement menacées. Tandis que les troupes allemandes brisaient le front, le régime de Staline vécut les premiers jours de choc et de panique. La progression rapide de la Wehrmacht et la chute massive de prisonniers menèrent aux rumeurs que Moscou pouvait tomber en quelques semaines. Staline refusa cependant de quitter la capitale, et le 3 juillet prononça le premier discours télévisé, dans lequel il appela le peuple à la défense totale. Cet appel fut complété par des mesures drastiques. Le NKVD arrêtait les déserteurs, les bataillons disciplinaires étaient déployés sur les sections dangereuses, et furent adoptés des ordres comme « pas un pas en arrière ». Dans cette vidéo, vous découvrirez comment la défense soviétique naissait non seulement dans les lignes de tranchées, mais aussi dans les usines et dans les champs. L'armée rouge lança une mobilisation gigantesque. Selon les archives soviétiques, plus de 6 millions de personnes furent appelées jusqu'à la fin de l'année 1941. Naquirent de nouvelles divisions de fusiliers, brigades blindées et régiments d'artillerie. Pour la défense de Moscou, furent transférées des unités d'élite sibériennes d'Extrême-Orient, car le renseignement obtint l'information que le Japon ne se préparait pas à attaquer les soviétiques. Ces divisions apportèrent non seulement des soldats expérimentés, mais aussi des pelisses chaudes, des skis et la connaissance du combat dans les conditions hivernales. Un rôle clé fut joué par le travail des habitants. Selon les souvenirs du général Joukov, environ 600 000 civils furent déployés dans la construction des lignes défensives autour de Moscou, dont beaucoup de femmes et de jeunes. Ils creusèrent, avec des pioches, des pelles et des brouettes, plus de 100 km de tranchées, de fossés anti-chars et construisirent des barricades. Joukov se souvenait plus tard, avec admiration, des femmes qui dans la boue tirèrent des sacs de sable et construisirent des barrages sans avoir l'expérience du travail lourd. Cette mobilisation massive se refléta aussi dans la psyché des habitants. Au lieu du chaos grandit un sentiment de solidarité et de volonté de se sacrifier pour la capitale. Un autre facteur, souvent négligé, fut l'évacuation de l'industrie. Le commandement soviétique, durant l'été et l'automne 1941, ordonna de déplacer les usines clés vers l'est. Jusqu'à la fin de l'année, furent évacuées plus de 1523 grandes entreprises, dont la majorité fabriquait des armes et des munitions. Avec les entreprises se déplacèrent aussi des collectifs de travail entiers, des ingénieurs et leurs familles. Les estimations parlent de 17 à 25 millions de civils évacués.
Les trains transportaient des machines démontées vers l'Oural ou la Sibérie, où dans des hangars de bois provisoires s'installaient des chaînes pour la production de chars et d'avions. Les observateurs occidentaux furent stupéfaits quand, à partir de 1942, commencèrent à sortir des usines sibériennes des milliers de T-34 et comment l'industrie d'armement soviétique revint rapidement au niveau d'avant l'évacuation. Cette opération logistique réfléchie, qui se déroulait parallèlement à l'évacuation de millions de personnes, assura que l'armée rouge avait, au moment où les Allemands se tenaient devant Moscou, à disposition des armes et munitions fraîches. La défense soviétique fut renforcée aussi par d'autres facteurs. Les chars T-34 et K-1, un lourd déjà mentionné, résistaient aux obus allemands et avec des chenilles larges, se déplaçaient mieux dans la boue. En de nombreux endroits, préparait des fortifications défensives aussi la propagande soviétique. Elle motivait les soldats avec des slogans comme « Pour la patrie »,« Pour Staline » et soulignait les horreurs de l'occupation allemande en Ukraine et en Biélorussie. Un rôle important joua aussi le transfert de la production industrielle soviétique en sécurité et l'organisation des lignes d'approvisionnement le long du chemin de fer, que les détachements partisans gardaient là contre les sabotages. Ces faits donnèrent à Moscou le temps et les moyens pour la défense. L'évacuation de masse ne fut cependant pas sans victimes. Vers l'est coulèrent des centaines de milliers de personnes dans des trains bondés, et souvent ils attendaient dans les gares des jours ou des semaines, avant d'obtenir un logement attribué. Les autorités donnaient donc la priorité aux ouvriers et ingénieurs évacués des entreprises de guerre, qui recevèrent de meilleures rations et un hébergement, tandis que les civils non industriels, femmes, enfants et vieillards, souffraient du manque de nourriture et d'hygiène. Le manque de soins médicaux mena aux épidémies. Beaucoup de gens moururent de typhus et de malnutrition. Malgré tout ce chaos, les historiens indiquent que malgré tout le chaos, on réussit à sauver des millions de citoyens et à préserver une partie importante de la capacité industrielle. Le commandement soviétique soutenait en même temps la lutte partisane. Dans les forêts de Russie occidentale se formaient des détachements qui attaquaient les patrouilles allemandes, détruisaient les ponts et faisaient sauter les dépôts de munitions. Ces partisans se recrutaient parmi les déserteurs, les fermiers locaux et les komsomols et étaient soutenus par le service secret NKVD. Les unités d'occupation allemandes devaient déployer des bataillons entiers pour la protection des chemins de fer, ce qui les détournait de la ligne de front. Durant l'automne 1941, explosèrent des centaines d'actions de sabotage, qui ralentirent le flux de provisions et créèrent dans l'arrière allemand une atmosphère de peur. Les partisans complétèrent ainsi le combat ouvert au front, par une guerre invisible dans les coulisses. Maintenant, nous regarderons quelle influence eut sur la progression allemande un facteur qu'aucun général ne pouvait pleinement contrôler. Le temps. L'automne, dans l'est de l'Europe, est un phénomène que les Russes appellent Rasputitsa, période où la pluie et le dégel transforment les routes non pavées en mer infinie de boue. Les logisticiens allemands savaient certes de l'existence de la Rasputitsa, mais la réalité dépassa les attentes. Selon les souvenirs des officiers allemands, dès la mi-octobre 1941, les routes commencèrent à se transformer en bouillie collante dans laquelle s'enfonçait l'infanterie et les machines. Les roues des camions tournaient à vide, les chenilles des chars se couvraient de mottes de terre et les attelages de chevaux glissaient comme sur la glace. Les soldats allemands devaient placer sous les roues des troncs d'arbres pour créer des chaussées de bois improvisées, les soi-disant rondins, qui cependant disparaissaient à chaque instant dans la boue. Cette saison de boue eut un impact dévastateur sur le tempo de l'offensive. Dans certaines sections, les colonnes réussissaient à parcourir seulement quelques kilomètres par jour. Les voitures d'approvisionnement devaient être dételées et les charges transférées sur des chariots à chevaux, ou même sur des civières. Les hommes tiraient les canons de leurs propres mains, tandis que les chevaux trouvaient à peine un sol ferme. Dans les rapports militaires apparaissaient des mots comme « les routes se sont transformées en canaux de boue sans fond » et que les véhicules progressaient à la vitesse d'un escargot. Certains chars devaient être tirés à l'aide de 36 chevaux.
ce qui montre de manière imagée à quel point ils s'enfoncèrent dans la boue. Tandis que pour les Allemands, la Rasputitsa était une catastrophe, les Soviétiques l'utilisèrent à leur avantage. Grâce aux chenilles larges des chars T-34 et à la connaissance du terrain, leurs unités se déplaçaient mieux. Les chemins de fer soviétiques restaient fonctionnels, car les rails ne se trouvaient pas sur une surface non pavée, et il était donc possible de déplacer les troupes et les provisions sur les sections clés du front. La Luftwaffe allemande avait cependant des problèmes avec les aérodromes boueux, qui devenaient impraticables pour les avions. Le manque d'essence et le désordre sur les routes causèrent en plus que les provisions arrivaient aux unités de première ligne, souvent avec plusieurs jours de retard. La décision d'Hitler de ne pas déclarer de pause opérationnelle porta ainsi des fruits amers. Le front s'arrêta pratiquement, et le groupe d'armées centre dut interrompre l'offensive le 1er novembre. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les soldats individuels s'arrangèrent avec la boue. Par exemple, selon les enregistrements des journaux, les hommes se fabriquaient de manière improvisée des chaussures avec des restes de cuir pour que leurs pieds ne s'enfoncent pas. Certains officiers ordonnaient de retirer les moteurs des chars et de les nettoyer après chaque trajet, car sinon ils s'obstruaient de boue. Il y eut des scènes absurdes, où une unité de chars d'élite restait et attendait que l'infanterie avec des pelles répare la route. La Rasputitsa inversa ainsi l'avantage de la guerre éclair. La vitesse se transforma en combat infini avec les éléments. Quand le sol commença à se refroidir à nouveau en novembre 1941, les Allemands soupirèrent de soulagement. La surface dure signifiait que les chars pouvaient à nouveau se lancer. Personne ne se doutait cependant qu'arrivait une autre catastrophe, l'hiver russe. Les soldats allemands ne luttaient pas seulement contre la saleté, mais aussi contre l'effondrement complet de la chaîne d'approvisionnement. Dans leurs journaux, les commandants se plaignaient que les congères et la boue coupaient aux colonnes le chemin du retour. Selon l'inscription du maréchal von Bock, son armée était complètement coupée du monde environnant. Les chevaux ne reçoivent pas de fourrage et les voitures ne démarrent même pas dans le gel. Les véhicules à moteur, qui n'étaient pas construits comme pour de telles conditions, s'arrêtaient l'un après l'autre, leurs moteurs gelés et les démarreurs défaillaient. Les soldats passant des heures dans la boue racontaient comment leurs chevaux s'effondraient d'épuisement, car ils n'avaient rien à manger. Beaucoup d'animaux périrent directement sur la route. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi la logistique sur le front s'effondra avant que ne se décompose la ligne de front, parce que s'arrêtèrent d'abord les chariots et les moteurs. La boue révéla aussi d'autres limites surprenantes de l'armée allemande. Au front, opérèrent jusqu'à 3/4 de millions de chevaux, dont devaient s'occuper des vétérinaires et des maréchaux ferrants. Dans les champs détrempés, les animaux de trait se blessaient et leurs sabots se désagrégeaient. Les unités vétérinaires répertoriaient des milliers de chevaux malades et devaient souvent les abattre. Dans plusieurs groupes d'armées fut introduite l'importation de soi-disant chevaux pange, petits poneys russes, résistants, qui réussissaient à se nourrir seulement de branches de bouleau. Ces poneys survivaient certes avec un minimum de nourriture, mais ne réussissaient pas à tirer l'artillerie lourde, si bien que pour l'artillerie la boue restait une catastrophe. Avec les semaines qui s'accumulaient, la situation se transformait en grotesque tragicomique. Des journaux des soldats allemands, nous savons que les hommes affamés tuaient leurs propres chevaux et mangeaient leur viande pour survivre. Les colonnes roulaient à la vitesse de la marche. Certaines unités rapportaient qu'en un jour, elles avaient parcouru à peine 5000, car elles sortaient constamment des voitures et des chars de la boue. Les troupes poussaient les véhicules de leurs propres mains et avec des tracteurs soviétiques de prise, juste pour avancer de quelques mètres. Un officier écrivit qu'il ressemblait plutôt à une brigade de construction qu'à une armée. Des milliers de chevaux mouraient de faim et de froid, car les arbres étaient dépouillés de feuilles et le foin était indisponible. Dans un moment, nous révélerons comment ces difficultés prosaïques, jusqu'à absurdes, sapèrent la force de l'armée la plus moderne de son époque. Après la pause forcée dans la boue, les Allemands lancèrent
Le 2 octobre, l'offensive, avec le nom de code Opération Typhon. Le groupe d'armée centre, encore fort d'environ 1 million d'hommes et 1700 chars, partit en direction de Moscou. Dans la première phase, réussirent à nouveau à créer des encerclements. Près de Vyazma et Briansk, les Allemands capturèrent, selon les rapports, plusieurs centaines de milliers de soldats soviétiques. Les colonnes de chars roulaient à travers la vaste campagne et les généraux allemands se réjouissaient que dans 2 semaines, le Kremlin soit en vue. Mais la pluie fut remplacée par les gels. Les premières chutes de neige arrivèrent déjà les 6 et 7 octobre. La boue gela, ce qui permit aux chars de regagner de la vitesse, mais apporta en même temps des difficultés complètement nouvelles. Les températures commencèrent à chuter brutalement vers -20 degrés Celsius et plus tard jusqu'à -40 degrés Celsius. Les moteurs des chars allemands utilisaient des huiles d'été, qui dans le gel épaississaient et gelaient. Souvent, les soldats devaient allumer des feux sous les moteurs pour les réchauffer avant le démarrage. Les radiateurs éclataient, les armes gelaient et les munitions collaient. Sans approvisionnement suffisant en lubrifiant d'hiver, la situation devint critique. Un autre problème fut l'équipement. Les unités allemandes portaient encore des uniformes d'été. Les manteaux et bonnets d'hiver gisaient dans les entrepôts en Allemagne, car Hitler refusa de les envoyer, tant qu'il ne serait pas clair que la campagne durerait jusqu'en hiver. Les soldats s'habillaient de tout ce qu'ils trouvaient, tapis, couvertures, fourrures des villages attaqués. Beaucoup devaient tuer des chevaux, non seulement pour la nourriture, mais aussi pour la peau, pour se faire des gants et des bottes. Les généraux allemands admirent plus tard que les soldats de tomber des victimes d'engelures, et la nuit gelait dans les abris. Au contraire, les unités soviétiques étaient, grâce aux expériences de la guerre civile russe et aux exercices d'hiver équipées de bottes en feutre, de bonnets de fourrure et d'uniformes de camouflage blanc. Staline rappela en plus d'Extrême-Orient 14 divisions sibériennes et 40 régiments d'artillerie. Ces soldats, habitués au froid, utilisaient des skis et des traîneaux pour se déplacer sur la neige. Les soldats allemands écrivaient chez eux que les soviétiques viennent de l'obscurité comme des fantômes, vêtus de camouflage blanc-neige. L'utilisation des chars T-34 et Kadyn 1 à grande échelle se révéla être une autre surprise. Durant l'opération Typhon, plusieurs centaines furent déployées, et les Allemands découvrirent que leurs canons de calibre 37 mm et 50 mm ne pouvaient les percer. Ils devaient déployer des canons antiaériens de 88 mm, ce qui ralentissait le tempo de l'attaque. De plus se manifesta la perte de temps précédente. Le commandement soviétique eut le temps de construire autour de Moscou des lignes défensives et de les pourvoir d'artillerie lourde. Quand le 15 novembre arriva un jour de soleil froid et bref, les chars allemands renouvelèrent le dernier assaut. Ils traversèrent la rivière Nara et dans le village de Krasnaya Poliana fut prétendument observée l'étoile de Moscou à distance de 12 km. Les patrouilles de reconnaissance pénétrèrent jusqu'au quartier de Khimki, 5 km du bord nord-ouest de Moscou. Certains officiers virent à travers les télescopes les tours du Kremlin. Il semblait aux soldats que le triomphe était à portée, mais leurs forces étaient épuisées, et à la progression ultérieure s'opposait le vent glacial, les congères et la résistance soviétique qui se renforçait. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les unités allemandes durent se défendre dans des conditions extrêmement défavorables, quand elles étaient presque sans provisions, et dans de nombreux cas aussi sans espoir. Au début décembre 1941, se tenait le groupe d'armées centre dans la région de Kalinin à Toula, quelque part à seulement 20 km du bord de Moscou. Ces soldats étaient épuisés, gelés, et souffraient du manque de provisions. En de nombreux endroits, ils n'avaient que 50 à 60% de véhicules fonctionnels. Les soviétiques, au contraire, utilisèrent le temps pour préparer une contre-offensive étendue. Le général Georgi Zhukov concentra autour de Moscou un dixième de million de soldats, 774 chars et 6500 canons. Le 5 décembre, l'armée rouge lança l'attaque sur tout le front. La supériorité était dramatique.
Les divisions sibériennes fraîches, armées de skis et de vêtements de camouflage blanc, surprirent les unités allemandes épuisées. Elles progressaient dans la neige profonde, contournaient les routes gelées et attaquaient les positions allemandes affaiblies. Une part importante du succès revint aussi aux lance-roquettes multiples soviétiques, Katyusha, et aux avions de chasse Il-2 Sturmovik, qui paralysèrent la logistique de la Wehrmacht. Les soldats allemands écrivaient que leurs armes gelaient et qu'ils n'entendaient que le rugissement des lance-roquettes russes. La progression allemande s'arrêta complètement et bientôt se transforma en fuite. Hitler donna l'ordre « ne pas reculer », qui interdisait aux unités de se retirer, même en cas d'encerclement. Cela signifiait en pratique que beaucoup de détachements allemands périrent ou furent capturés, car ils ne pouvaient être manœuvrés. Dans certains secteurs cependant, cet ordre se révéla paradoxalement payant, car les unités allemandes se retranchèrent et repoussèrent le premier assaut, avant que ne leur arrivent des renforts. Malgré cela, le groupe d'armées centre fut repoussé jusqu'à la ville de Rjev, environ 150 km à l'ouest de Moscou. Selon les statistiques allemandes, ils perdirent dans Barbarossa plus de 750 000 hommes tués, blessés ou disparus. Les victoires soviétiques au tournant des années 1009, 141 à 42, eurent une énorme signification symbolique. C'était la première fois que l'armée d'Hitler subissait une si grande défaite. Les alliés occidentaux, qui jusqu'alors hésitaient, commencèrent à envoyer à l'Union soviétique, dans le cadre du programme Lend-Lease, des chars, des avions et surtout des camions, qui permirent plus tard à l'armée rouge de mener une guerre mobile. Le moral des soldats allemands en souffrit, et en Allemagne apparurent les premiers signes de doute sur l'invincibilité du Führer. La bataille de Moscou devint le tournant, qui montra que la Wehrmacht n'était pas invincible. Le commandement nazi planifiait dans des représentations conquérantes non seulement la victoire militaire, mais aussi la transformation totale des territoires occupés. Le soi-disant plan général Est, et surtout le Hungerplan, supposait que l'Allemagne confisque le blé et les ressources soviétiques et laisse des millions d'habitants locaux périr de faim. Hitler et ses idéologues considéraient les Slaves et les Juifs comme des hauts sous-hommes, et ignoraient donc leurs souffrances. Hans Frank, gouverneur du gouvernement général en Pologne, nota cyniquement dans son journal qu'un 2/10 de million d'habitants juifs étaient condamnés à mourir de faim. Derrière le front progressaient les unités des Einsatzgruppen, qui exécutaient massivement les communautés juives et les commissaires politiques. L'administration d'occupation confisquait en même temps la nourriture, le bétail et les réserves de charbon et ordonnait les travaux forcés. Ces pratiques cruelles eurent des conséquences fatales pour le plan allemand. Au lieu de l'accueil chaleureux attendu, la population de Biélorussie, d'Ukraine et de Russie occidentale se tourna rapidement contre les occupants. La faim et les répressions chassèrent les gens dans les forêts, où ils devenaient partisans. Selon les rapports soviétiques de l'automne 1941, opérèrent derrière le front des centaines de détachements, qui attaquèrent les convois, détruisaient les ponts et sabotèrent les téléphones. À chaque kilomètre, les unités allemandes devaient tenir des gardes et sécuriser les voies ferrées, ce qui détournait hommes et armes de la ligne de front. Certains soldats, dans les lettres chez eux, admettaient que le traitement brutal des prisonniers et des civils éveillait en eux un sentiment de honte et de crainte de vengeance. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment la politique nutritionnelle et la brutalité de l'administration d'occupation sapèrent la possibilité d'obtenir le soutien local et ainsi la logistique sur les territoires conquis. Le général plan Ost, élaboré par le bureau du commissaire du Reich Himmler, comptait sur la déportation ou l'extermination de dizaines de millions de Slaves et sur la colonisation de leurs terres par des colons allemands. Les plans parlaient de réduire la population slave d'un tiers. Les champs de blé devaient nourrir le Troisième Reich, tandis que les survivants restants devaient servir comme serfs. Cette politique de colonisation n'était pas seulement barbare, mais aussi irréaliste.
Elle ignorait les possibilités logistiques de l'Allemagne et exigeait la présence permanente de l'armée. Dans de nombreux villages, les commissaires d'occupation s'efforcèrent d'introduire les lois allemandes et d'attribuer la terre. Mais au lieu de fermiers organisés, arrivèrent des aventuriers armés, et la récolte se perdait dans des confiscations chaotiques. La population réagissait en brûlant les granges, en empoisonnant les puits et en attaquant les petites garnisons, ruinant ainsi la vision de la germanique. Une autre conséquence de la politique d'occupation fut l'énorme mortalité des prisonniers de guerre soviétiques. La Wehrmacht considérait les soldats capturés de l'armée rouge comme des déchets biologiques et refusait de leur fournir les conditions de base. À l'automne 1941, mouraient dans les camps quotidiennement des milliers de personnes de faim et de maladie. On estime que jusqu'au printemps 1942 périrent en captivité allemande plus de 3 millions de soldats soviétiques. Cette catastrophe renforça la haine envers les occupants et mena à l'entrée de nombreux hommes et femmes dans les détachements partisans. Le plan allemand d'utiliser la main-d'œuvre russe pour le développement des territoires conquis s'effondra ainsi, car les forces vives diminuaient et la résistance se renforçait. Un des aspects les plus saisissants de la réponse soviétique fut l'évacuation de l'industrie. Durant l'été et l'automne 1941, furent sur ordre du Comité d'État de défense démontées et déménagées plus de 1523 grandes entreprises de défense. Dans les trains d'évacuation se déplaçaient d'Areli non seulement les machines, mais aussi des collectifs ouvriers entiers et leurs familles. Les estimations parlent de 17 à 25 millions de personnes qui furent transférées vers l'Est. Beaucoup de ces usines finirent dans la région de l'Oural. Selon les archives régionales, furent à Tcheliabinsk et dans d'autres villes du sud de l'Oural rétablies 329 entreprises de 27 ministères et commissariats différents. Dans des champs ouverts, naissaient des halls de montage provisoires, où des chaînes démontées de l'usine Kirov et de l'usine de Kharkov commencèrent à assembler des chars et des moteurs. Cette ville s'attira le surnom de Tankograd, car elle produisait une grande partie des chars soviétiques T-34 et K-101. Le prix de cette évacuation massive fut élevé. Les évacués voyageaient dans des wagons bondés et dans les gares attendirent des jours ou des semaines le train suivant. Les organes donnèrent la priorité aux travailleurs industriels, qui recevaient de meilleures rations de nourriture et un hébergement plus chaud, tandis que les femmes, enfants et vieillards souffrirent souvent de faim et de froid. La mauvaise hygiène mena aux épidémies de typhus et de malnutrition, et beaucoup de gens moururent lors de l'évacuation. Malgré cela, les historiens apprécient qu'on réussit à sauver des millions d'habitants et à préserver le potentiel industriel pour la poursuite du combat. Cette capacité de déplacer une ville entière sur rail appartient aux plus grandes performances logistiques de la Seconde Guerre mondiale. Un autre composant de la réaction soviétique fut la mobilisation sans précédent de la main-d'œuvre. Dès juillet 1941, furent appelés dans l'armée rouge plusieurs millions d'hommes, et jusqu'à la fin de l'année 1941, leur nombre doubla. Des dizaines de nouvelles divisions de fusiliers et de brigades de chars se formaient dans les profondeurs de la Russie, où s'entraînaient aussi des unités spécialisées de skieurs. En même temps, se mobilisait aussi la population civile. Dans la région de Moscou, travailla selon les souvenirs du général Joukov environ 600 000 civils, principalement des femmes, à la construction des lignes défensives. Ces femmes tiraient des sacs de sable, creusaient des tranchées et construisaient des barricades dans la boue et la pluie. Ce travail bénévole énorme renforçait le moral et montrait que la défense de la ville n'était pas seulement la tâche de l'armée, mais de toute la société. Le transfert des usines vers l'Est mena aussi à l'union unique de plusieurs géants industriels. À Tcheliabinsk se joignirent après le transfert de l'usine Kirov de Leningrad et de l'usine diesel de Kharkov, les équipes de construction et les ouvriers, ce qui posa les bases de l'industrie de chars unifiée dans l'Oural. Les ouvriers travaillaient à l'air libre,
souvent seulement à la lumière des feux, et montaient les fameux chars T-34 et les KV, un lourd. Parallèlement, naissaient des usines pour la production d'obusiers automoteurs et de lance-roquettes, qui livraient les armes directement au front. Quelques mois plus tard, ces usines devinrent capables de produire des milliers de chars par an, et le commandement soviétique les utilisa lors de l'offensive d'été de l'année 1943. Avec la conscience que chaque main était nécessaire, l'Union soviétique mobilisa aussi les femmes. Plus de 800 000 femmes servirent dans l'armée rouge comme infirmières, téléphonistes, tireuses d'élite et pilotes. La fameuse tireuse d'élite Lyudmila Pavlichenko avait à son compte plus de 300 coups confirmés et devint le symbole du courage féminin. Les aviatrices du 588e régiment de bombardement de nuit, surnommées « sorcières de la nuit », volaient dans des biplans de bois peau d'œuf et lâchaient des bombes sur les positions allemandes dans l'obscurité. Beaucoup de femmes travaillaient aussi dans les usines, où elles manœuvrèrent des presses, soudaient des plaques blindées et dirigeaient des grues. Leur travail était dur et dangereux, mais sans lui, la machine de guerre soviétique ne s'en serait pas sortie. Pour renforcer l'esprit combatif, le commandement soviétique émit en juillet 1942 le fameux ordre numéro 2, 127, pas un pas en arrière. Bien que cet ordre se rapporte plutôt à la phase ultérieure de la guerre, son esprit naissait déjà dans la défense de Moscou. Il soulignait que les unités qui reculaient seraient considérées comme lâches et punies, tandis que les braves défenseurs seraient récompensés. Ces mesures sévères avaient pour but d'empêcher la panique et de renforcer la discipline. Dans cette vidéo, vous découvrirez que même de tels règlements stricts faisaient partie d'une stratégie plus large de survie. On souligne souvent que l'Union soviétique vainquit Hitler presque seule, mais un rôle non moins important joua l'aide étrangère. Le programme d'aide américaine et britannique Lend-Lease, lancé en 1941, livra jusqu'en 1945 à l'Union soviétique des marchandises d'une valeur d'environ 11 milliards de dollars, ce qui correspondrait aujourd'hui à environ 250 milliards. Arrivèrent en URSS 400 000 véhicules, 14 000 avions, 13 000 chars et 8 000 tracteurs. À cela, il faut ajouter 4,5 millions de tonnes de nourriture et 2,7 de millions de tonnes de produits pétroliers. Ce soutien matériel combla les lacunes dans l'approvisionnement soviétique, surtout dans la période où l'industrie ne faisait que se déplacer vers l'intérieur. Particulièrement important fut le transport. Durant la guerre, arrivèrent des États-Unis en URSS plus de 400 000 camions et jeeps, tandis que les usines soviétiques produisirent moins de 200 000 camions propres. Ces véhicules, par exemple le populaire Studebaker US-6, assurèrent le transfert de munitions, de nourriture et de soldats au front, et aidèrent l'armée rouge à construire une logistique mobile. Importante fut aussi la livraison de locomotives et de wagons. Les Américains envoyèrent environ 2000 locomotives et 11 000 wagons, ce qui facilita le transport des chars lourds et des canons. Bien que la propagande soviétique après la guerre minimise cette aide comme de simples 4% de la production matérielle, les historiens soulignent que le Lend-Lease arriva dans des moments critiques et permit de combler les lacunes dans la production et le transport. La dimension internationale se manifestait aussi sur le front diplomatique. Dès juillet 1941, l'Union soviétique conclut un accord avec la Grande-Bretagne sur l'aide mutuelle. En août 1942 se tint la conférence de Montréal, où les Alliés coordonnèrent les convois vers Arkhangelsk et Mourmansk. Les Alliés occidentaux naviguaient dans les eaux arctiques, exposés aux sous-marins allemands et aux raids aériens, pour transporter en Union soviétique chars, avions et conserves. Cette solidarité, exprimée dans les convois de transport, avait aussi une signification psychologique. Elle montrait que l'Union soviétique n'était pas seule dans le combat. Les convois d'aide n'étaient cependant pas seulement des articles administratifs sur papier. Les plus dramatiques furent les convois arctiques, qui naviguaient de Grande-Bretagne et d'Islande vers les ports d'Arkhangelsk et Mourmansk. En 1942,
Le convoi PQ-17 devint le symbole de leur risque. Après le raid allemand, les navires alliés se dispersèrent et la plupart furent coulés par les sous-marins et les avions. Malgré cela, les Alliés ne renoncèrent pas, et à travers les tempêtes arctiques, les blocs de glace et les croiseurs allemands continuèrent les livraisons de chars, d'avions et de conserves. Une autre voie importante fut la route persane, menant à travers l'Iran, par où se transportaient les camions et l'essence vers la région transcaspienne. Les unités de transport alliées durent s'arranger avec les cols de montagne, les déserts brûlants et les obstacles administratifs. Mais leur effort assura que les unités soviétiques recevaient l'équipement nécessaire aussi sur les fronts du Sud. Le Lend-Lease apporta aussi des innovations sur le champ de bataille. Les unités soviétiques utilisèrent les camions américains, non seulement pour le transport, mais aussi comme base pour les armes. Le Studebaker US-6, camion robuste à 6 roues, devint la plateforme pour les lance-roquettes multiples Katyusha. Sur la benne d'un camion, il était possible de monter 16 roquettes de 132 mm et tirer une salve, qui paralysait les unités allemandes. Les camions américains étaient si fiables que les mécaniciens soviétiques les adaptaient en tracteurs de chars, ambulances ou ateliers mobiles. Grâce à eux, l'armée rouge put rapidement déplacer l'artillerie et les provisions, ce qui se révéla décisif lors des offensives des années 1943 et 1944. Le conflit de guerre n'est pas seulement une bataille d'armes, mais aussi un affrontement d'idées, d'émotions et de culture. Le commandement soviétique utilisa une propagande massive pour maintenir le moral. Sur les affiches apparaissaient des slogans comme « Pour la patrie »,« Pour Staline » ou « Pas un pas en arrière », qui devaient encourager soldats et civils. Les émissions de la radio du Comintern apportaient des chansons et des récitals qui devaient renforcer l'esprit des défenseurs. D'autre part, la propagande allemande montrait des images de chars modernes et cachait la dépendance aux chariots tirés par des chevaux. L'appareil de Goebbels s'efforçait de convaincre le public allemand que la guerre serait courte et victorieuse. Quand cependant arrivaient les nouvelles de durs combats et du froid, commença à se répandre parmi les gens le scepticisme. Essentiel fut aussi l'héroïsme quotidien des gens ordinaires. À Moscou et dans les environs travaillaient selon les archives soviétiques sur les lignes défensives environ 600 000 civils. Ces femmes et hommes, souvent sans entraînement préalable au travail lourd, construisaient des barricades, creusaient des fossés anti-chars et tiraient des sacs de sable. Leur dévouement dans la boue et le gel exprimait un patriotisme profond et le désir d'empêcher l'ennemi d'entrer dans la capitale. De même, à la campagne, les gens cachèrent des soldats, tricotaient des vêtements chauds et envoyaient au front de modestes rations de nourriture. La dimension émotionnelle de la guerre fut vécue par les soldats des deux côtés. Les soldats de première ligne allemands écrivaient chez eux au sujet de la boue, du froid et de la peur des partisans. Certains exprimaient des doutes sur le sens de la campagne et la nostalgie du foyer. Les journaux et lettres soviétiques parlent au contraire de la détermination à défendre la petite mère Russie à tout prix, mais aussi de la peur du NKVD et du châtiment possible pour l'échec. La littérature et les adaptations cinématographiques enregistrèrent plus tard les images de soldats gelés dans la tranchée et de femmes tirant des rondins jusqu'à la taille dans la boue. Ces témoignages nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre l'exigence psychologique du front Est. La culture joue un rôle aussi après la fin des combats. En Russie et dans d'autres pays post-soviétiques, la Grande Guerre patriotique est encore vivante dans la mémoire. Ces héros sont célébrés par des monuments, des films et des défilés annuels. En Allemagne, Barbarossa est au contraire un rappel du funeste héritage du nazisme. Les historiens contemporains soulignent que sans examen critique de ces souvenirs culturels menace le risque de leur abus dans la propagande. Dans cette vidéo, vous découvrirez que la guerre n'est pas seulement au sujet des données militaires, mais aussi des histoires qui forment la mémoire collective et l'identité des nations. Dans ce chapitre ne peut être omis non plus le vécu intérieur des soldats des deux côtés,
Les journaux et lettres allemands décrivent les poux omniprésents, le froid mordant les doigts et la faim, qui forçaient les soldats à voler la nourriture des villages et à tuer leurs propres chevaux. Beaucoup de jeunes hommes, qui dans les années 1939 à 40 vécurent des triomphes militaires, furent en Russie confrontés à la réalité de la souffrance, et certains commencèrent à douter des idéaux qui leur étaient inculqués. D'autre part, les journaux soviétiques saisissent un mélange de peur et d'espoir. Les soldats écrivaient au sujet de la faim, de la peur du NKVD, mais aussi de la détermination à défendre la famille et le village. Les poètes comme Konstantin Simonov écrivaient des vers « Attends-moi » pour les journaux de front, pour encourager les amours et la fidélité, tandis que l'écrivaine biélorusse Svetlana Alexievitch enregistra plus tard des centaines de témoignages de femmes qui vécurent la guerre. Aux armes psychologiques appartenaient aussi la musique et le film. La fameuse chanson Katyusha, chantée par de jeunes femmes lors du recrutement, devint l'hymne des défenseurs. Les films comme La défense de Stalingrad, où 2 combattants, furent projetés dans les tranchées sur des écrans provisoires. Même dans les conditions les plus dures, les gens cherchaient l'humour et l'espoir. Les soldats allemands se racontaient des blagues sur Hitler, les soldats soviétiques surnommaient les chars allemands traîneaux, à cause de leur incapacité à passer dans la neige. Dans cette vidéo, vous découvrirez que la création culturelle n'était pas une simple toile de fond, mais une partie active de la résistance psychologique. Dans les décennies d'après-guerre, la mémoire de la bataille de Moscou devint le centre de l'identité nationale. En Union soviétique, se tenaient chaque année, le 9 mai, des défilés militaires, et dans les manuels scolaires, on soulignait l'héroïsme des défenseurs. Le traumatisme culturel du combat et de la faim se transforma en littérature, films et musées mémoriaux. En Allemagne se déroula une longue réconciliation avec les crimes de guerre, et les monuments aux soldats tombés prirent plutôt un caractère pieux. Aujourd'hui, les relations germano-russes sont encore marquées par cet héritage, ce qui montre que l'interprétation de l'histoire est un outil puissant de diplomatie. Qu'est-ce qui causa donc que l'offensive allemande s'arrêta à seulement 20 km des tours moscovites ? On ne peut montrer un seul facteur. Il s'agit d'une concurrence de circonstances militaires, logistiques, climatiques et idéologiques. Dans cette analyse finale, nous regarderons les principales causes sans répéter les détails déjà mentionnés. Planification irréaliste. Les stratèges allemands supposaient que la campagne durerait seulement quelques semaines. L'opération Barbarossa était construite sur le présupposé de l'effondrement immédiat de l'armée rouge. Il n'existait pas de plan B pour le cas où les soviétiques tiendraient. La logistique était dimensionnée pour une marche courte et omit le besoin d'équipements divers. Erreur stratégique. L'intervention d'Hitler dans les plans des généraux, surtout le transfert des groupements de chars vers le sud à Kiev et vers le nord à Leningrad, affaiblit l'attaque principale sur Moscou. Ces décisions perdirent des semaines clés et forcèrent les unités à changer répétitivement de direction. Logistique insuffisante. L'armée allemande n'était pas capable d'approvisionner les unités si profondément à l'est. Les mauvaises routes, l'écartement différent du chemin de fer soviétique, le manque d'essence et de caoutchouc et la dépendance à 750 000 chevaux ralentissaient la progression. Dans la boue automnale, les chevaux et véhicules s'enfonçaient, et les provisions arrivaient au front avec un grand retard. Le temps. La Rasputitsa et le gel arctique qui suivit devinrent de sérieux obstacles. La boue transforma les routes en marécages impraticables, tandis que l'hiver apporta des engelures et des pannes de matériel. Les soldats allemands n'avaient pas assez d'uniformes d'hiver et devaient allumer des feux sous les moteurs des chars pour les démarrer. Résistance et mobilisation soviétique. Malgré d'énormes pertes, l'armée rouge ne s'effondra pas. Le commandement soviétique transféra au front des millions de nouveaux soldats, y compris des divisions sibériennes. Les civils construisirent des lignes défensives et l'industrie fut évacuée vers l'est. Les nouveaux chars T-34 et KV s'arrangèrent avec les panzers allemands.
Aveuglement idéologique. La conviction d'Hitler sur l'infériorité des peuples slaves et son Hungerplan, dont le but était d'affamer des millions de civils, incitèrent une occupation brutale. Cette politique mena à la résistance partisane, qui perturbait la logistique et liait les unités allemandes à l'arrière. En même temps, elle isola les Allemands des locaux, perdant ainsi le soutien potentiel des habitants. Sous-estimation de l'adversaire. Le renseignement allemand sous-estima les capacités industrielles soviétiques, le moral des habitants et la capacité de s'adapter. Selon les analyses du NCO Journal, Hitler croyait que l'économie soviétique ne supporterait pas une longue guerre et n'était donc pas préparé au combat qui continuait. Ces facteurs ensemble causèrent que la progression allemande épuisa ses forces, juste au moment où elle devait porter le coup décisif. La Wehrmacht s'arrêta à la limite de 20 km de Moscou, car elle n'avait pas assez de carburant, d'hommes ni de matériel pour surmonter le dernier obstacle. Cette marche se termina par une forte contre-attaque soviétique qui inversa le cours de la guerre. L'histoire de l'opération Barbarossa et de la bataille de Moscou fournit beaucoup de leçons intemporelles. Elle montre que même l'armée la plus puissante peut échouer, si elle sous-estime la logistique et l'adversaire. Dans le cas de la Wehrmacht, la stratégie était fondée sur la victoire rapide. Quand le résultat ne se présenta pas, tout le mécanisme se bloqua. Actuellement, il est également important de planifier en tenant compte de la réalité, pas selon les souhaits ou l'idéologie. Aucune technologie moderne ne remplace la capacité d'adaptation à l'environnement, la préparation logistique et le respect de l'ennemi. Intéressant aussi est d'observer quel rôle joua le moral et la détermination civile. Près de Moscou se tenaient, côte à côte, de nouveaux chars et de simples femmes avec des pelles. La production industrielle déménagea au-delà de l'Oural et les partisans sabotaient les lignes d'approvisionnement allemandes. Ces histoires nous rappellent que dans chaque conflit sont impliqués des gens de toutes les couches de la société et que le résultat peut influencer chacun, qui est prêt à mettre la main à la pâte. Revenons à ce qui suivit. L'arrêt de la progression allemande devant Moscou ne fut pas seulement une défaite locale. Il eut des conséquences de grande portée pour tout le déroulement de la Seconde Guerre mondiale. Après l'hiver 1941 à 1942, l'initiative fut prise par l'armée rouge, qui durant les années suivantes passa aux contre-offensives près de Stalingrad, Koursk et dans le Caucase. Ces batailles brisèrent définitivement le mythe de l'invincibilité de la Wehrmacht et ouvrirent la voie à la libération de l'Europe de l'Est. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment la défaite près de Moscou divisa symboliquement la guerre en deux parties, la période des succès allemands et l'offensive soviétique qui suivit. Quand nous regardons le monde d'aujourd'hui, les parallèles sont évidents. Les armées, entreprises et États modernes dépendent de chaînes globales complexes et d'un climat stable. L'échec de la logistique peut avoir aujourd'hui aussi des conséquences catastrophiques, qu'il s'agisse du manque de puces pour les voitures, des pannes de livraison d'énergie ou des crises humanitaires causées par le temps extrême. Barbarossa nous rappelle que les phénomènes météorologiques réussissent à paralyser même la technique la plus avancée, et que l'adaptabilité est la clé de la survie. Grâce au fait que les commandants soviétiques surent improviser et utiliser les ressources locales, ils évitèrent la défaite et transférèrent la guerre dans la phase où ils pouvaient déterminer le tempo eux-mêmes. Dans un moment, nous révélerons aussi la dimension éthique plus large. La bataille de Moscou montre combien peuvent être destructrices les idéologies, qui dégradent l'homme en instrument. Les plans nazis d'affamement de millions de civils devinrent partie de leur stratégie militaire et apportèrent une souffrance que nous pouvons aujourd'hui difficilement imaginer. Ce fait nous appelle à la vigilance. À chaque époque menace que les droits humains soient sacrifiés pour des buts politiques ou économiques. Dans cette vidéo, vous découvrirez que la connaissance des atrocités passées est le premier pas pour qu'elles ne se répètent jamais. Dans cette vidéo,
vous découvrirez que l'histoire dramatique de l'armée allemande devant Moscou n'est pas seulement l'histoire des opérations militaires, mais aussi un avertissement contre l'arrogance et la sous-estimation. La portée finale nous mène aux réflexions sur les crises contemporaines, qu'il s'agisse de pandémies globales, de crises énergétiques ou de conflits régionaux. Toujours s'applique que les opérations étendues exigent une logistique soigneuse, le respect des conditions locales et la capacité de réagir rapidement aux défis inattendus. J'espère que notre voyage à travers l'histoire vous a intéressé et inspiré. Si l'exposé vous a plu, je serai content de votre pouce en l'air et du partage. Rappelons-nous que la connaissance du passé peut nous aider à mieux comprendre le présent et à éviter la répétition d'erreurs tragiques.